Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 21 avril 2021. Une heure d'information et de compte rendu, également de reportage. Aujourd'hui, l'émission est principalement consacrée au développement du secteur de l'énergie en Égypte, et ce, spécialement après la réunion ou l'entretien du président Abdel Fattah al-Sisi avec le directeur exécutif du géant pétrolier Eni, Claudio Descalzi, qui a effectué une visite, un entretien plutôt virtuel entre le chef de l'État et Claudio Descalzi. Donc le développement du secteur de l'énergie et l'influence diplomatique de l'Égypte qui a permis à l'Égypte de diversifier ses partenaires en termes d'exploration, de prospection et également de nouvelles découvertes de gaz. Pour passer en revue tout ça ensemble, nous aurions le plaisir d'avoir avec nous plusieurs invités en ligne, des experts dans le domaine de l'énergie et de l'économie. Et je commence cette édition avec quelques brèves nouvelles sur la scène locale en Égypte, et dont la première nouvelle et qui concerne une triste nouvelle régionale avec la mort du président tchadien. Donc, à cet égard, le président Abdel Fattah al-Sisi a adressé un message de condoléances pour la mort du président tchadien Idriss Déby. En mon nom propre et au nom du peuple égyptien, le président al-Sisi a écrit « J'adresse mes sincères condoléances au peuple tchadien, frères, et à tous les frères africains pour le décès du président Idriss Déby, dirigeant national qui a beaucoup donné à son peuple et à son pays et à déployer les efforts pour servir la cause africaine face aux divers défis. Prie en Dieu le Tout-Puissant de bénir son âme et d'inspirer à sa famille la patience, souhaitant la paix et le progrès au peuple tchadien frère. » Donc un message de condoléances de la part du président Abdel Fattah al-Sisi pour la mort du président tchadien Idriss Déby. Une deuxième nouvelle qui concerne toujours les réunions du président Abdel Fattah al-Sisi et toujours pour poursuivre de près les activités économiques de l'Égypte et sécuritaires également et sociales bien sûr. Le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé les entreprises appartenant au secteur des affaires publiques à réaliser le maximum des revenus économiques et d'investissement. Il a donné ses directives aux appareils gouvernementaux pour coordonner leurs efforts en vue de réaliser cet objectif qui représente une stratégie constante de l'État. Le chef de l'État a donné ses instructions lors d'une réunion avec les ministres de l'Intérieur et du secteur des affaires publiques, au cours de laquelle il a examiné l'exploitation optimale et le développement des actifs des entreprises et du secteur des affaires publiques au niveau de toute la République. Le président Abdel Fattah al-Sisi a été mis au courant des efforts déployés en vue de recenser les actifs non exploités de ce secteur et de mesures entreprises en vue d'en profiter au maximum. Une troisième nouvelle, bien sûr, à la une également de l'activité régionale, la tournée du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. À cet égard, Sameh Choukri, le chef de la diplomatie, il a déclaré que l'Égypte avait prouvé lors des réunions tenues en République démocratique du Congo sur le barrage éthiopien de la Renaissance. L'Égypte a prouvé sa volonté politique de parvenir à un règlement légal concernant le remplissage et l'opération de ce barrage, garantissant les intérêts des trois pays et préservant leurs droits en eau du Nil. Choukri a fait ces déclarations en remettant un message du président al-Sisi à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa portant sur les derniers développements du dossier du barrage éthiopien, sur la position égyptienne à cet égard. Sameh Choukri a salué lors de cet entretien les efforts déployés par l'Afrique du Sud qui préside l'Union africaine dans ce dossier. La visite du ministre des Affaires étrangères en Afrique du Sud s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans plusieurs pays du continent où il a remis des messages du président al-Sisi aux dirigeants de ces pays concernant les derniers développements du dossier du barrage de la Renaissance.
Et donc, c'est la fin de cette petite tournée concernant nos nouvelles locales. Et de suite, on entame la partie la plus importante, notre débat principal aujourd'hui concernant le développement du secteur de l'énergie en Égypte. À cet égard, on commence par un premier compte rendu qui nous a été préparé par l'équipe de rédaction et ma collègue Sarah Al-Maghrabi qui parle de la réunion de l'entretien du chef de l'État Abdel Fattah Al-Sisi avec le directeur exécutif du géant pétrolier Deni, Claudio Descalzi. Et donc, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, le président Abdel Fattah Al-Sisi a fait le suivi des activités de prospection et de production gazière et pétrolière du géant pétrolier Deni en Égypte. Les détails dans ce récit de notre collègue Sarah Al-Maghrabi. Lors de son entretien avec le directeur exécutif du géant pétrolier italien Eni, Claudio Descalzi, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé le soutien de l'Égypte aux démarches d'Eni pour élargir ses investissements au domaine de la production et de la prospection. Le chef de l'État a ordonné de poursuivre la coopération intensive avec la société, de faciliter ses activités en Égypte et de surmonter tout obstacle que pourraient affronter les travaux de l'entreprise. De son côté, le président de la société Eni a passé en revue les développements des projets mis en place dans les domaines de la prospection et de la production en Égypte, notamment en mer Rouge et en Méditerranée et dans la zone occidentale. Il a loué le partenariat fructueux avec le gouvernement égyptien qui bénéficie d'un soutien direct du président Sisi, ce qui a eu un impact très positif sur la réussite des travaux et des activités de l'entreprise. Il a indiqué que la firme aspirait à élargir ses investissements, surtout vu la position stratégique et de l'infrastructure pétrolière de l'Égypte qui en feront un centre régional d'énergie. Et pour parler en détail de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Passante Fahmi, experte en économie. Dr Passante, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Dr Passante, nous avons suivi les déclarations du directeur exécutif de ce géant pétrolier d'Eni lors de son entretien avec le président Abdel Fattah Al-Sisi et cette volonté de la part de ce géant pétrolier de poursuivre les activités de prospection, d'exploration en mer Rouge, en Égypte et bien sûr également dans d'autres peut-être de nouveaux gisements pétroliers qui pourraient être en découverte. Cette volonté affichée et cette influence diplomatique aussi de l'Égypte en diversifiant ses partenaires, non seulement le géant pétrolier d'Eni et aussi avec la position stratégique et géographique de l'Égypte. Comment vous avez perçu cette déclaration de la part du directeur exécutif d'Eni? Tout d'abord, nous devons savoir que le pétrole, ça c'est la colonne vertébrale du développement économique, technologique, tout ce que vous voulez, numérique, mondial. Alors quand on fait les recherches et ensuite les découvertes, ça c'est un point très positif pour l'Égypte. Parce que non seulement la diversification des relations avec toutes ces compagnies, il y a dans le monde, il y a 100 compagnies multinationales, on les appelle maintenant cross-border, ils sont très importants. Ces compagnies-là, ils possèdent la technologie avancée. Et avec le pétrole et les recherches qu'on fait, ça, honnêtement, je répète, ça, c'est la colonne vertébrale pour le développement économique, technologique mondial pour le futur. Parce que la technologie pour le futur, c'est la langue du monde, le langage du monde. Et c'est non seulement développer l'économie sur Terre, mais aussi pour les recherches qui vont être faites pour comment vraiment attaquer aussi l'univers. Oui. Alors là, oui, ça c'est on appelle une rencontre très importante. La diversification aussi est très importante. Ces compagnies-là sont des compagnies géantes et qui savent très bien qu'est-ce qu'il faut faire et où le faire. Alors, je suis très contente, honnêtement, et fière qu'on a commencé vraiment à développer et à avoir une diversification dans ce domaine. Parce que ça, c'est un domaine très important et très avancé aussi.
Docteur Passante, quelle est la participation du secteur de l'énergie en termes d'investissement en Égypte? C'est la Dans le domaine de colonne l'économie vertébrale. surtout. Écoutez, madame, l'énergie, c'est la colonne vertébrale. Et c'était pas comme ça dans le temps, honnêtement. Mais maintenant, c'est devenu très important. Je n'ai pas exactement le pourcentage, mais tout ce que vous voulez faire en développement économique, que ça soit même dans l'agriculture, de la pisciculture, de l'énergie, de l'infrastructure, des nouvelles villes, tout est basé maintenant sur une technologie très avancée qui a besoin de ce genre, comme on appelle, de ressources. Alors, vous allez le trouver partout. Et nous sommes maintenant dans un état de développement de tous les gouvernorats et aussi de 1500 villages. Nous aurons besoin de ce genre de développement dans le domaine de la, comment on appelle, de l'énergie pour vraiment faciliter ce genre de développement. Alors, c'est très important, c'est très, comme on appelle, c'est la base de la technologie du futur. Et Inch'Allah, ça va avancer. Et je répète, l'Égypte a un plan très optimiste qu'on appelle 2030. Et l'énergie, ça, c'est la base de ce genre de développement. Oui. Docteur Passante, lors de l'entretien également entre le président Abdel Fattah al-Sisi et le dirigeant et le directeur exécutif du géant pétrolier Eni Claudio Descalzi, M. Descalzi a lui-même qu'il avait cette volonté d'explorer plus en mer Méditerranée, en mer Rouge et dans la zone occidentale. Donc on voit également cette volonté et on peut lire notamment cette volonté qui traduit la sécurité et la stabilité d'un pays comme l'Égypte aux yeux de ses investisseurs étrangers, des compagnies multinationales. Écoutez, madame, à mon avis personnel, ces ressources-là sont connues. C'est-à-dire, oui, on fait des recherches, mais je sais très bien aussi qu'il y a les satellites qui savent exactement où chercher, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est pas question qu'on essaye de chercher comme ça à l'improviste. Non. Les régions qui sont ou qui ont ce genre de ressources sont connues. Mais les recherches sont faites pour voir comment explorer d'une façon la plus facile et moins coûteuse, si vous voulez. Mais ça a été toujours connu que l'Égypte est un territoire très riche, parce que si vous regardez la géographie, la Libye est très riche en ressources, et ensuite le côté du Golfe sont très riches en ressources, et l'Égypte c'est au milieu. Alors normalement, et moi j'écoutais chaque jour dans les grandes banques, là où je travaillais aux États-Unis, que oui, cette région, notre région, l'Égypte, est pleine. Mais c'est question de comment explorer et, comme on appelle, faire sortir ces ressources. Oui. Mais est-ce que nous avons des richesses? Oui, nous avons. La géographie l'a prouvé. Et définitivement, ça va changer tout à fait la situation de l'Égypte économiquement sur comme on appelle, la carte mondiale. Oui. Et je répète, l'énergie, c'est tout. C'est-à-dire c'est la colonne vertébrale de n'importe quel investissement. Oui. Et l'Égypte est dans un état, je répète, le plan 2030, c'est un plan très optimiste, développement de 14 nouvelles villes, les gouvernorats, il y a un grand travail qui va être fait au gouvernorat, 1500 villages, combattre les bidonvilles, des industries nouvelles, développement d'industries vertes et bleues. Alors ça, nous avons un grand travail à faire. Et l'énergie, alhamdoulilah, nous l'avons, c'est la colonne vertébrale qui va supporter tout ça. Et aussi, nous aurons la possibilité, au lieu d'importer, au contraire, on va exporter, Inch'Allah, vers les pays africains, premièrement, et peut-être l'Europe dans le futur. Ça va aider aussi à développer nos ressources en devises étrangères. Et ça aussi, c'est un domaine très important. Oui. Docteur Passante Fahmy, vous êtes experte en économie. Merci pour ces éclaircissements. Merci pour votre intervention avec nous en ligne aujourd'hui. Et on poursuit donc on poursuit nos interviews et nos comptes rendus sur ce principal sujet pour aujourd'hui, le développement du secteur de l'énergie en Égypte, avec un deuxième compte rendu toujours qui nous a été préparé par
par notre collègue Sarah Al-Marabi, et cette fois-ci qui parle des découvertes de nouveaux gisements en Égypte et l'influence notamment diplomatique en Égypte. En l'espace de 8 ans, l'Égypte est devenue du statut d'importateur de gaz à celui d'exportateur de gaz naturel. La découverte de ces nouveaux gisements et son influence diplomatique a dû permettre au pays de devenir un hub énergétique régional en coopération avec ses voisins. Suivant donc ce compte-rendu qui nous donne plus d'éclaircissements et de grandes lignes concernant comment l'Égypte pourrait-elle devenir donc ce hub régional en matière d'énergie. Nous avons touché au but. J'ai rêvé cela pendant 4 ans que nous devenions de l'énergie. Ces mots prononcés par le président Abdel Fattah el-Sisi résument l'optimisme qui prévaut actuellement dans le pays sur le plan énergétique. Elle produit aujourd'hui un volume record de 6,6 milliards de mètres cubes de gaz par jour en hausse de plus de 30% depuis 2016, ce qui en fait l'un des plus gros producteurs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. La manne énergétique égyptienne n'est pas près de s'épuiser. L'Égypte possède les 6e plus grandes réserves de pétrole d'Afrique et se situe dans le top 20 mondial des plus grandes réserves de gaz naturel. Ces dernières années, la Méditerranée orientale est d'ailleurs devenue l'une des zones de forage en mer les plus prometteuses du monde. En 2015, c'est l'Égypte qui a tenté le jackpot avec la découverte par la compagnie iranienne du gisement de gaz non profond de Zohr avec 850 milliards de mètres cubes de gaz récupérable. Il s'agit de la plus grande découverte d'hydrocarbures réalisée en maritime. Récemment, la compagnie Eni a annoncé la découverte d'un nouveau gisement de gaz naturel au large du pays dans le puits Nour 1 de la zone d'exploration Nour. Un don du ciel que le pays cette fois entend exploiter. Afin que ce nouvel afflux d'or bleu profite directement au plus grand nombre, le gouvernement entend profiter de cette chance pour assurer une transition énergétique tout en souplesse. Il incite ainsi financièrement les automobilistes à abandonner l'essence et le diesel au profit du gaz. À ce jour, 250 000 voitures sur les 10 millions de véhicules du pays ont effectué la transition. Cette nouvelle donne attire également en Égypte les grandes entreprises pétrolières internationales. Le Britannique BP a injecté 1,8 milliard de dollars en Égypte en 2019, alors qu'il s'agit déjà du pays dans lequel il a investi le plus au cours des 4 dernières années. Pour parler en détail toujours de notre sujet principal, développer ou le développement du secteur de l'énergie en Égypte, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Amr Saleh, économiste. Dr Amr, bonjour ou bonsoir. Dr Amr, bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Merci bien d'être avec nous, Dr Amr. Parmi les déclarations du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, c'est d'assurer une transition énergétique en souplesse. Et parmi également les phrases les plus marquantes, comment l'Égypte est-elle devenue en l'espace de 8 ans, elle a pu aujourd'hui, elle pourrait ou passe actuellement du statut d'un importateur à un exportateur de gaz naturel, avec aussi une hausse de plus de 30% des réserves de gaz naturel. Je vais parler de ça en détail et aussi parler de prendre en considération cette influence diplomatique que l'Égypte a pu donc acquérir au fil des années avec ses partenaires régionaux et internationaux dans le domaine de l'énergie. Oui, tout à fait. L'Égypte est l'un des pays qui avait fait un pas énorme et colossal en termes de l'usage de l'énergie renouvelable et surtout naturelle. Vous savez que nous avons des réserves naturelles, des ressources et des réserves naturelles très importantes. Et puis, nous avons aussi des programmes qui font d'usage très, je dirais, smart et génial du gaz naturel, que ce soit dans le domaine industriel,
avec toutes ces infrastructures qui avaient été faites au cours des dernières années pour faire usage du gaz naturel dans le domaine de l'industrie, mais aussi, vous savez aussi, peut-être mieux que moi, le programme du président de la République qui vise à renouveler et à faire usage du gaz naturel dans les secteurs automobiles. Et ces deux projets et ces deux secteurs sont très importants car en l'espace de quelques années, vous savez que les énergies renouvelables en Égypte ont atteint une capacité de 6 000 mégawatts en Égypte. Et c'est des chiffres très importants car la politique énergétique en Égypte a commencé au cours des 5-6 dernières années à apporter des fruits en ce qui concerne l'usage de l'énergie renouvelable, qui a 20% d'énergie actuellement électrique, par exemple en Égypte, et de l'énergie renouvelable. Et avec cette augmentation de ces infrastructures et de l'usage, je crois que l'Égypte devient un allié important et un des pays qui possède actuellement une expérience très importante et très intéressante, je dirais même, dans le domaine des projets de l'énergie renouvelable. Oui. Docteur Amr, le président Abdel Fattah al-Sisi a également mentionné que nous sommes en transition, essayer d'abandonner tout ce qui pourrait être essence et diesel au profit du gaz naturel. Et bien sûr, on parle des automobiles, comme vous l'avez cité, des véhicules électriques aussi. Comment on peut lire aujourd'hui ceci? Comment sera appliquer donc cette nouvelle transition? Va-t-elle prendre assez de temps? Attend une stratégie, une certaine stratégie de la part des ministères concernés par cette transition énergétique, surtout en matière d'automobile et de véhicules électriques? Oui, ça fait partie d'un des projets, comme vous l'avez dit. C'est l'un des projets. Et parmi les grands projets en Égypte d'exploitation de l'énergie renouvelable, nous avons aussi le Morébonne, il y a le complexe aussi solaire de Benban qui a été mis en œuvre en 2019, qui est prévu et était en marche en 2019 et ça concerne l'installation de panneaux solaires, système de stockage, d'électricité et aussi vous avez les projets qui sont notamment dans le golfe du Suez et dans la région industrielle du Suez. Donc, comme je l'avais dit, Nasrel, par exemple, vous avez aussi le projet de l'énergie solaire à Nasrel. Et donc, comme je l'avais dit, nous avons deux axes principaux. L'axe de l'énergie renouvelable dans le domaine de l'industrie et aussi celui du secteur du parc automobile en Égypte, qui est un projet ancien mais qui n'avait pas été continué pour plusieurs raisons techniques, financières et puis aussi avec la révolution de 2011. Mais, comme vous venez de le dire, avec ce projet du président de la République et puis aussi avec cette volonté politique qui existe actuellement, mais aussi avec l'audace de consacrer des fonds d'indemnité pour les particuliers qui voudraient et qui vont plutôt changer leur automobile. C'est l'un des outils et très essentiel et très réussi en fait. Oui. Car on ne peut pas faire changer un parc automobile, on ne peut pas faire changer l'exploitation énergétique, mais aussi les usagers, on ne peut pas les, si vous voulez, les exiger à une transition quelconque s'il n'existe pas de système d'indemnité et d'outils économiques nécessaires à cette transition. Et pour revenir à cette transition, à ces outils économiques, il faut peut-être aussi parler
de l'usage des outils économiques en Égypte. Oui. L'Égypte, au cours des dernières années, et non seulement dans le domaine, vous savez, de l'énergie renouvelable et du gaz naturel, mais l'Égypte avait utilisé de manière très intelligente, je dirais, les outils économiques, c'est-à-dire consacrer des fonds pour les transitions économiques et pour les transitions sociales et pour le domaine surtout de l'énergie et pour les transformations énergétiques. Oui. Et donc que le pays et que le gouvernement puisse mener cette transition à travers des indemnités du gouvernement et à travers un programme national, je le dis encore, c'est l'un des programmes les plus réussis, non seulement en Égypte, mais je crois que dans le monde. D'accord. Docteur Amr, comment vous traduisez cette volonté affichée de la part des investisseurs ou de nos partenaires plutôt dans le domaine de l'énergie, de l'exploration, de plus de prospection, que ce soit en mer Rouge, en Méditerranée ou aux zones occidentales? Premièrement, on a pu traduire ça par la stabilité et la sécurité que nos partenaires ont pu bien sûr saisir, surtout en Égypte, et comment aujourd'hui cette stabilité aussi est-elle traduite par cette volonté. Donc à part ça, comment vous voyez cette relation avec nos partenaires, surtout dans le domaine de l'énergie? Oui, vous avez beaucoup de partenaires. Je cite des exemples. Vous avez l'Aquila Power qui travaille en Égypte, vous avez le français Engie, vous avez le japonais Toyota Tsusho qui travaille avec des partenaires égyptiens comme Orascom qui développe un projet de 400 millions de dollars pour installer un parc éolien à Ras Rer. Vous avez des partenaires et puis vous avez aussi la Russie qui participe à l'installation du premier centre nucléaire, de la première station nucléaire en Égypte. Donc vous avez énormément de partenaires internationaux. Et si, dans un pays comme l'Égypte, si vous n'avez pas une crédibilité sur le plan technique et sur le plan financier, mais aussi une stabilité politique, car vous parlez de projets d'infrastructures qui coûtent très cher et qui travaillent sur une longue période de temps. Et donc, si vous n'avez pas une stabilité économique et politique et puis une crédibilité sur le plan international, je ne vois pas pourquoi les partenaires internationaux vont travailler dans un pays comme l'Égypte. Vous avez eu beaucoup de compagnies internationales qui avaient connu un échec dans beaucoup de pays du tiers-monde à cause de l'instabilité politique, mais aussi à cause des conditions économiques. Oui. Et donc, que vous ayez des partenaires internationaux qui insistent et qui sont prêts à travailler dans ce domaine en Égypte, c'est davantage une marque des réussites économiques et politiques du pays récemment. Oui. Docteur Amr, finalement, ma dernière question, est-ce que nous avons aujourd'hui, on peut recenser certains chiffres concernant comment le secteur de l'énergie joue-t-il un rôle colossal dans l'activité économique de l'Égypte, ou comment participe-t-il à hausser le PIB de l'Égypte de façon générale? Oui, tout à fait. Comme je vous l'avais dit, nous avons fixé un objectif d'atteindre à peu près 20% d'énergie renouvelable dans le mix électrique égyptien. Nous sommes l'un des pays du monde à faire usage du gaz naturel. D'ailleurs, vous savez peut-être mieux que moi que chaque jour, il existe des découvertes très importantes dans le domaine du gaz naturel en Égypte. Et beaucoup de compagnies travaillent dans ce secteur. Donc, vous avez l'énergie renouvelable dans le domaine de l'électricité, mais aussi le gaz naturel. Et des réserves de gaz naturel sont très importantes pour l'économie égyptienne. Donc, vous avez une stratégie, en fait. Vous avez une stratégie égyptienne qui, vous savez, qu'il y a actuellement des difficultés énormes sur le plan de l'eau.
avec cette crise avec l'Éthiopie. Et donc, vous avez aussi des défis concernant la production d'électricité dans le barrage d'Assouan. Oui. Et donc, avec ces défis, vous avez une stratégie encore très intelligente de diversifier les ressources renouvelables énergétiques du pays. Et grâce à Dieu, nous avons, comme vous l'aviez dit, nous avons le gaz naturel, nous avons l'énergie renouvelable et donc des ressources renouvelables et non renouvelables qui sont à l'usage du développement économique très récemment en Égypte. Oui. Docteur Amr, je veux poser encore une question qui concerne l'économie. Aujourd'hui, ou hier plutôt, nous avons lu plusieurs déclarations de plusieurs agences de notation, instances internationales économiques qui saluent aujourd'hui le taux de croissance en Égypte, malgré bien sûr la propagation de la pandémie du coronavirus, pas seulement en Égypte, mais aussi à travers le monde. Donc, je reviens encore une fois à l'économie égyptienne, les taux, la performance économique de l'Égypte. Comment vous avez lu ça également depuis novembre 2019, lorsque la première vague a commencé du Covid-19 à travers le monde, et comment l'Égypte a-t-elle pu maintenir ce taux de croissance, bien que nous ne nions jamais, il y a toujours un taux d'inflation, mais qui a baissé, et aussi un taux de chômage et qui baisse également. Vous savez, je reviens un peu en arrière, je reviens à 2011. Je reviens à 2011 lorsque nous avons chuté dans le taux de croissance à 1,8%. Et les chiffres, vous voulez parler de chiffres ou vous voulez des nombres, oui. Vous parlez d'économie, donc il faut citer les chiffres. Nous avons chuté avec un taux de croissance de 1,8% en 2011. Et à l'époque, nous avions des difficultés économiques et politiques, de stabilité économique, et nous avions des difficultés même à faire des deals avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Et vous savez qu'à cette époque, en 2013-14, Christine Lagarde avait des propos, je dirais, qu'on ne peut pas oublier, durs, sur l'Égypte et sur la situation économique égyptienne. Et cette fameuse dame avait dit qu'on ne voyait pas à l'issue de ce cours et une fin de la crise économique en Égypte. Et on ne croit pas que l'Égypte pourrait se redresser encore une fois. Cette même personne, ce même personnage, Christine Lagarde, avant de quitter son poste international, avait affirmé que l'Égypte est un success story, histoire de réussite. Comment un pays de 1,8% se redresse en quelques années pour arriver à une croissance de 6,5% et à faire diminuer le chômage jusqu'à 8%, un chômage qui avait éteint 14 et 15%, des taux d'inflation qui étaient galopants, qui avait éteint 60 et 70%, pour atteindre un taux actuellement qui est aux alentours de 5-6%. Et donc, et puis des réserves de devises étrangères internationales qui avaient éteint 11 milliards il y a quelques années, des réserves avaient atteint 47 milliards, et puis avec le fléau du Covid-19, nous sommes l'un des rares pays à réaliser un taux de croissance positif en 2020. Et donc l'Égypte est l'un des rares pays à avoir pu surmonter ces difficultés sur le plan international grâce à des réformes et à une politique, je dirais, ferme, sage, mais aussi soutenue par des réformes économiques intéressantes. Oui. Docteur Amr Saleh, vous êtes économiste. Merci beaucoup de votre intervention avec nous aujourd'hui, cette longue intervention, mais avec beaucoup également d'éclaircissements concernant non seulement la diversification des ressources en matière d'énergie en Égypte, que ce soit éolienne ou même des gaz naturel ou pétrole ou même énergie solaire dans le pays, et la diversification également de nos partenaires régionaux qui affichent toujours cette volonté d'explorer et pour plus de prospection dans plusieurs champs en Égypte.
Et je passe, chers téléspectateurs, à une troisième partie, un troisième compte rendu également qui concerne une des nouvelles arabes à la une de l'actualité locale, régionale et certainement internationale, et qui parle du dossier libyen et de la visite d'hier du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, en Libye. Son entretien avec le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba, ou plutôt le chef de l'unité nationale, plutôt pas son homologue Abdelhamid Dbeiba. Comment ont été signés les différents accords et protocoles dans différents domaines de santé, enseignement, économie et plusieurs autres secteurs. La conférence de presse qui a été tenue entre Dr Moustapha Madbouli et M. Abdelhamid Dbeiba, le chef de l'unité nationale de la Libye. Un dossier très important. Je vous laisse avec ce compte rendu de notre collègue Sarah Al-Marabi. Les relations égypto-libyennes vont demeurer jusqu'à la nuit des temps et la prochaine période témoignera d'un progrès notoire, notamment au niveau socio-économique entre les deux peuples. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli depuis Tripoli. Évoquant la visite historique qu'il a entamée hier en Libye qui bat tous les records, le chef du gouvernement a indiqué qu'elle contribuerait à promouvoir les solides relations entre les deux pays qui se placent en profondeur l'un de l'autre. Lors d'une conférence de presse avec le chef du gouvernement libyen de transition, Abdelhamid Dbeiba, le Premier ministre s'est réjoui de sa présence sur le sol libyen, la première visite pour le chef du gouvernement égyptien depuis une longue période, et a transmis les vœux de succès formulés par le président Abdel Fattah el-Sisi pour la Libye dans un tournant de son histoire. Dans cette période cruciale, l'Égypte affirme son souci et son plein soutien aux institutions libyennes de parvenir à la réconciliation nationale, à une unité territoriale totale et à réaliser le processus de développement favorisant la prospérité du peuple libyen, a fait savoir M. Madbouli. De son côté, le chef du gouvernement libyen de transition a confirmé que son pays valorisait le rôle joué par l'Égypte dans le renforcement et le soutien du dialogue politique et du règlement de la crise libyenne. Dbeiba a souhaité voir l'Égypte continuer à jouer un rôle avec le reste des pays de la région et contribuer à instaurer la stabilité en Libye. Le Premier ministre Moustapha Madbouli et le chef du gouvernement libyen de transition ont également assisté à la signature de 11 mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Il s'agit de mémorandums sur la coopération dans les domaines des communications, du transport, des projets de route, de l'infrastructure, de la santé, de la main-d'œuvre et de l'investissement dans le domaine de l'électricité. Voilà, c'était donc un compte rendu concernant les grandes lignes de cette conférence de presse conjointe tenue hier en Libye entre le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le chef du gouvernement libyen de transition, Abdelhamid Dbeiba, et tous les succès au peuple libyen, nos frères, pour toute bonne chance, pour plus de succès, plutôt d'espoir et d'épanouissement et de développement. Et on remercie également donc l'équipe d'aujourd'hui aussi de direct, à la réalisation Yasser Naïm et à la production Ashraf Hassan, à la rédaction Sarah Al-Marabi, moi-même, Omni Al-Hamzaoui. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de direct. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir.